Dire que la sensibilité est un défaut, c'est oublier toute révolution. La Révolution française est un exemple qui démontre très clairement que la sensibilité collective, l'indignation collective face à la misère, face aux privilèges, peut se traduire en révolte, et cette révolte peut se traduire en révolution. Ça veut dire qu'il y a le patriarcat et découle de ça directement le capitalisme. Ce qui me révolte vraiment sur cette discrimination qu'on appelle le sexisme, c'est que on veut supprimer l'existence de la femme. C'est pas ce qu'elle fait, ni comment elle le fait. C'est ce qu'elle est. C'est le fait qu'elle soit. On va mobiliser son être de sorte à la contrôler, puisqu'on ne peut pas la supprimer. Beaucoup de personnes associent la sensibilité à la tristesse, à la fragilité, à la vulnérabilité. Mais vous savez, c'est quoi une autre forme de sensibilité? La colère est une forme de sensibilité aussi. À cause de la perception péjorative de la sensibilité, il y a un phénomène que beaucoup n'arrivent pas à pointer du doigt, c'est la suppression de certaines entités du champ politique. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Hello tout le monde, je suis super heureuse de enfin commencer ce type de contenu. Ça fait un moment que j'ai envie de le faire, des années même. En fait, j'ai commencé à faire des talks sur YouTube en 2020. J'ai dû arrêter pour des raisons familiales, sociétales, scolaires même. Mais bon, après, écoutez, on est genre en 2025, 5 ans plus tard. Je vis seule, j'ai de l'espace. J'ai maturisé dans ma politique, même dans ma manière de voir les choses. J'ai maturisé tout court en fait. J'ai juste vérifié si ma porte est bien fermée, j'ai un peu peur. Attendez. Donc voilà, heureusement que je l'ai fait parce que la porte n'était pas fermée. Donc sans plus tarder, on va aller au vif du sujet. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une introduction de ma personne pour que vous puissiez comprendre qui je suis et que vous comprenez en fait ma thématique, d'où ça vient, mes sources, mes origines, etc. etc. Bon, bref. Donc voilà, je m'appelle Précia, je suis congolaise, j'ai 20 ans, je suis en licence 3, bachelor 3 comme vous voulez, d'audiovisuel. Je suis une bijoutière à côté et je suis aussi une photographe. J'ai enfin récemment dévoilé en fait l'autre aspect de mon art qui est tout simplement la musique. Donc voilà, je suis aussi musicienne, j'ai un projet qui est sorti il y a pas longtemps, vous pouvez aller l'écouter, aller voir mon contenu sur ma chaîne musicale, ça me ferait toujours plaisir. Donc voilà. Et oui, j'ai mon cahier. En fait, ce cahier, ce livre, ce notebook, si vous voulez, en fait, c'est ici que j'écris en fait, j'énumère ma pensée ici, clairement. J'essaie de vous montrer sans perdre le micro, donc voilà. Alors, j'ai commencé à écrire depuis, alors là, je vais vous sortir mes cahiers pour que vous puissiez mieux comprendre. Tout ça, c'est mes cahiers, mes notebooks, dites-le comme vous voulez. Donc voilà, en 2019, de 2019 à 2020, ça c'est mon arrivée en France. J'ai parlé de mon mal-être en fait, parce qu'il faut savoir que je suis arrivée en France, je ne savais pas que j'allais rester ici et ça va faire maintenant bientôt 7 ans que je suis là. Je suis jamais retournée dans mon pays malheureusement. Je compte le faire dès que les choses vont se tasser quoi, parce que j'ai pas mal de problèmes avec la préfecture. Dans ce cahier, dans ce notebook en fait, je parle de ça. Il y a mon coming out, il y a tellement de choses ici que je n'assume plus. Donc c'est un peu tabou pour moi d'en parler, mais bon, je vais quand même vous le dire. Ensuite après j'ai arrêté d'écrire parce que là j'ai écrit pendant 1 an, j'ai arrêté d'écrire parce que c'était trop direct pour moi, c'était trop dur pour moi, c'était trop punchy pour moi. Du coup j'ai arrêté. Bien sûr, ça m'a rattrapé parce que ce qui est fait pour vous, vous rattrapera toujours. En 2022, crise existentielle parce qu'en fait, j'étais en dépression pendant 1 an. De 2020, j'ai été en dépression pendant toute l'année de 2021. Ça a été super dur cette année-là pour moi. Du coup, en septembre 2022, je pense que c'est le 15 septembre, j'ai recommencé à écrire. Je vous jure, ça s'est pas arrêté. J'ai écrit, et quand je vous dis j'écris pas des trucs, je sais pas quoi. Je parle comme Thomas Sankara ici, je vous jure. Dans ce cahier, en fait, il y a
la découverte de ma spiritualité, le monde autour de moi, l'acceptation de moi, ma sexualité, qui j'étais, les risques que je prenais en étant qui je suis, patati, patata. Il y a tout en fait. Ensuite, après, il y a eu ce notebook. Pareil, ici, alors, il y a les thématiques, vous pouvez voir, c'est thématiques HLP. Il y a certains vocabulaires, enrichir mon vocabulaire, en fait. Il y a certaines thématiques, certains livres, etc., etc. Ensuite, j'ai arrêté d'écrire pendant... Alors, 2023, 2 ans, j'ai arrêté d'écrire pendant 2 ans. Et ensuite, après, j'ai recommencé à écrire cette année, en mai. J'ai recommencé à écrire en mai parce que, encore une fois, cette année, là, je suis pas prête à en parler, mais j'étais vraiment au bout du bout. Genre, j'ai touché le fond cette année, je vous jure. Mais bon, là, je vous jure, je suis vraiment pas prête à en parler. Quand je peux en parler, j'en parle, mais sinon, j'ai pas la force. Mais bref. Du coup, ici, pareil, ça commence avec qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que la spiritualité. Toujours des questions philosophiques, des questions... en fait, c'est des questions très frontales, des questions... c'est des vraies questions, quoi. Des questions qui relèvent une certaine politique, parce que je suis une femme politique et en fait, faire ce genre de contenu va me permettre de l'accepter enfin, parce que je vous jure, c'est pas facile de l'assumer, parce que dès que tu dis que tu es politique, tout ce que tu feras après, tout ce que tu diras après, tout ce que tu seras après, en fait, sera rallié à ça. Et j'étais pas prête. Aujourd'hui, je suis prête. En fait, avant, pendant un moment, j'ai eu ce cahier, mais ça, c'est un cahier, comme je vous ai dit, en fait, je fais de l'audiovisuel. Je veux être réalisatrice plus tard, et ça, c'est juste des photos de ce qui m'inspire pour mes films, mes prochains films. Il y a un film que je sortirai dans pas longtemps, là, en plus. Je dirai une seule fois. Après, je dirai plus. C'est-à-dire, c'est un secret. Bref. Du coup, voilà, c'est des photos, des films, etc., etc. Ensuite, en dernier lieu, il y a mon nouveau notebook. En fait, ça, c'est le notebook que je vais utiliser pour faire ce genre de contenu. C'est-à-dire, tout ce que je veux dire là sera écrit là avant parce que c'est une discussion avec moi-même, en fait. Je suis désolée si l'intro est un peu longue. Je trouve que c'est intéressant de commencer en étant honnête, ouverte, afin que vous puissiez vous sentir connecté... je sais pas, envers moi, enfin bref, vous aurez compris. Donc voilà, je suis allée à la bourse du commerce, j'ai vu Corps et âme, du coup j'en ai un peu parlé, et à côté j'ai parlé de ce que je vais débattre sur cette vidéo. Maintenant on peut commencer cette vidéo qui va être super intéressante. Êtes-vous prêts? Moi je suis prête, ok. Avant de commencer, j'aimerais juste vous faire un petit bijou tour. Donc, Bague Ghetto Flow, c'est moi qui l'ai faite. Bague Ghetto Flow, c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà, c'est un peu ma pub pour ma boutique, mes bijoux. Alors, on va parler d'un truc qui m'énerve beaucoup ces temps-ci, c'est tout simplement le fait que beaucoup de gens se plaignent du fait que cette génération est trop sensible. Donc voilà, vous entendez parfois des gens dire « Wesh, t'es trop fragile. Wesh, aujourd'hui, on peut plus faire des blagues. Wesh, aujourd'hui, on peut plus dire ça. Mais pourquoi on peut plus dire ça aujourd'hui? Nanana, nanana. Avant, c'était bien. Avant, tout le monde rigolait. Avant, ci, avant ça. Aujourd'hui, je peux plus parler. Aujourd'hui, je peux plus insulter les gens sans que quelqu'un se rebelle contre moi. » Le rapport que les gens ont envers la sensibilité est très péjoratif. En fait, c'est d'un regard péjoratif que les gens abordent la sensibilité. Pourquoi est-ce que je tiens à faire cette vidéo? C'est parce que, en fait, je tiens à rappeler à l'ordre sur l'origine de la sensibilité et comment est-ce que la sensibilité a tout simplement changé le monde. Ma problématique est la suivante. En quoi la sensibilité est la matrice de la révolution? Alors, nous allons débattre sur plusieurs choses, l'expressionnisme, l'art, la politique et la liberté. La sensibilité n'est pas une faiblesse, la sensibilité n'est pas péjorative. La sensibilité est même une des forces motrices de la révolution. On va revenir sur une chose, me diriez-vous, pourquoi la sensibilité a une connotation péjorative en fait? Une personne intelligente va commencer par là. On va se poser la question sur pourquoi est-ce que c'est péjoratif d'être sensible. Eh bien, j'ai une très longue réponse, alors là, asseyez-vous. Dans la philosophie, beaucoup de philosophes ont opposé la raison et la sensibilité. Vous savez, la philosophie, c'est la recherche de la raison, du savoir, du pourquoi. La philosophie veut comprendre par le pourquoi, pas par le comment, pas par le où, mais par le pourquoi. Alors le comment, c'est la science, le où, c'est l'histoire. La raison qui est jugée comme noble, virile, universelle. La sensibilité est jugée comme faible, féminine et particulière. Vous voyez que c'est vraiment des antithèses. Le premier point que j'aimerais soulever, c'est que le patriarcat a associé la sensibilité aux femmes. Et donc, naturellement, par extension, a rabaissé la femme
Et l'a associé à l'infériorité et à l'irrationalité. Dans les religions, nous avons cet aspect-là que la femme n'est pas rationnelle. La femme a besoin de quelqu'un pour l'aider à réfléchir parce que quand la femme décide, eh ben, il y a le mal. Aujourd'hui, nous sommes comme si, parce que la femme a mangé les fruits, les hommes ont la boule dans la gorge parce que la femme a mangé les fruits, a donné à Adam, c'est resté coincé ici. Vous avez compris. Donc voilà. Mais aussi l'infériorité, qui est tout simplement, vous avez plusieurs dictons, par exemple, les hommes ne pleurent pas. Ça, c'est quelque chose que on a tous entendu au moins une fois dans notre vie, que ce soit directement ou indirectement. Le point numéro 2, un point que beaucoup oublient, le capitalisme est le petit frère du patriarcat. Ça veut dire qu'il y a le patriarcat et découle de ça directement le capitalisme. Vous allez me dire comment est-ce que le patriarcat et le capitalisme sont liés. Tout simplement parce que le capitalisme a renforcé cette notion du self-control. Nous sommes performants et nous maîtrisons. Vous allez me dire, mais ok, du coup, et alors, écoutez-moi bien. Pourquoi est-ce que le capitalisme a fait ça? C'est parce que quand on pleure, quand on se plaint, quand on s'indigne, quand on fait ci, quand on fait ça, on fait quoi? On perd du temps. Un temps qu'on pourrait utiliser pour faire quoi? Pour produire. Ça veut dire que le capitalisme, au-delà de faire tout le mal qu'il fait dans le monde, il est en train de nous tuer. Combien de fois est-ce que moi-même je me suis réveillée et je me suis dit, si je pars à l'école, je vais pleurer. Mais si je reste à la maison, comment est-ce que j'aurai mon diplôme? Comment est-ce que je vais travailler? Ou tout simplement, combien de fois je me suis dit, combien de fois je suis restée à la maison, j'allais mal mentalement, ok? J'allais super mal mentalement. Mais si je vais pas au travail, je suis pas payée. Et comment est-ce que je vis quand je suis pas payée? Je serai encore plus mal si je suis pas payée. Donc il faut que j'aille où? Il faut que j'aille au travail. Le capitalisme renforce cette idée-là que comme quoi, il n'y a pas le temps pour les sentiments. Il n'y a pas le temps pour la sensibilité. Nous sommes tous des robots et nous devrons tous produire. Au service du quoi? Du capitalisme. Alors on comprend que la sensibilité devient un lustre inaccessible et inutile. Point numéro 3, le pouvoir. À cause de la perception péjorative de la sensibilité, il y a un phénomène que beaucoup n'arrivent pas à pointer du doigt, mais que nous vivons tous et que nous voyons tous, c'est la suppression de certaines entités du champ politique en fait. Quelles entités? Les femmes. Les femmes ne peuvent pas gouverner. On est trop sensible. Ce que je trouve drôle, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, ce que je trouve drôle franchement dans le patriarcat, c'est que... En tout cas, ils ont essayé. Hein. Non, on peut pas dire autrement. Malgré cette vision qu'on a voulu étiqueter à la femme, on a toujours réussi à trouver un moyen de persister dans le temps. Donc, en fait, ce qui me révolte vraiment sur cette discrimination qu'on appelle le sexisme, c'est que on veut supprimer l'existence de la femme. C'est pas ce qu'elle fait, ni comment elle le fait. C'est ce qu'elle est. C'est le fait qu'elle soit. C'est ça qui pose problème. Comment est-ce que je peux dire? On va mobiliser son être de sorte à la contrôler, puisqu'on ne peut pas la supprimer. Donc, comment est-ce qu'on va contrôler la femme? Ne t'habille pas comme ça, ne ris pas comme ça, ne mange pas comme ça, ne parle pas comme ça, ne sors pas comme ça, ne fais pas ci comme ça. Ça veut dire, ok, on ne peut pas supprimer la femme, mais on peut la contrôler. Ça vous rappelle pas une autre discrimination? Le racisme. On ne peut pas supprimer les noirs, mais on peut les contrôler. Donc voilà, l'exclusion de la femme du champ politique. Voilà, on n'est pas faite pour ça, on n'est pas assez intelligente, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Donc restons où? Restons à la maison. Faisons quoi? Essuyons les fesses des bébés, cuisinons pour le mari, nettoyons, faisons le ménage. Donc voilà, c'est ça que la femme doit faire. Alors là, c'est quelque chose que j'aime trop dire, mais j'ai pas beaucoup d'occasion de le dire, c'est que le patriarcat a toujours essayé aussi de supprimer les artistes. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ce rapport-là à la sensibilité. Il n'y a pas plus sensible qu'un artiste. Et ça, je parle dans le monde de la profession. Ça veut dire que, puisque la sensibilité est rattachée à la femme... Non, on va recommencer du début. Puisque la sensibilité est péjorative, cette connotation péjorative est rattachée à la femme. Les artistes qui sont juste artistes
sont rattachés à la sensibilité, puisque c'est négatif, ben, on ne peut pas les entendre parler. Pourquoi? Puisque les artistes sont tout simplement trop sensibles pour être sérieux. C'est ça, en fait, la guerre qu'il y a. En fait, j'avais entendu, je crois, je sais pas si c'est sur TikTok ou je sais pas quoi, il y avait quelqu'un qui a dit, oui, ah non, c'est moi, c'est moi qui ai fait le TikTok, je m'en rappelle. Je disais que, oui, alors je vais essayer de vous retrouver, je vais mettre ça là. Mais en gros, je parlais du fait que nous sommes dans une époque où, voilà, au moins les femmes vont à l'école et dans certaines branches, il y a même beaucoup plus de femmes que d'hommes, etc. Il y avait beaucoup d'hommes qui avaient commenté le fait que bah, c'est normal qu'il y ait plus de femmes en littérature, puisque la littérature est beaucoup plus facile que les maths, que la science, etc. Que la physique est beaucoup plus facile que faire de l'art, sculpter, etc., etc. Donc, pour certaines personnes, tout ce qui est technique vaut plus que tout ce qui est artistique. Pour certaines personnes, aller faire de la chimie, suivre exactement ce qu'on t'a appris, suivre exactement ce qui a été écrit dans un livre, faire exactement la même chose, vaut plus qu'une personne qui s'assoit et qui réfléchit et qui use de son entendement pour créer une œuvre. C'est comme ça que certaines personnes réfléchissent. Parmi toutes les entités qui ont été supprimées du champ politique, il y a les minorités. Parce que tout simplement, quand nous dénonçons nos discriminations, quand nous dénonçons notre vécu, quand nous dénonçons un traitement injuste, on est jugé trop sensible parce qu'on est trop... En fait, on est à proximité de ça. C'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui sont déconnectées de notre réalité en tant que réfugiés, en tant que noirs, en tant qu'immigrés, en tant que je ne sais pas si, en tant que je ne sais pas quoi, qui dirigent en fait le monde. C'est parce que quand on met une personne qui est plus prompte à vivre une discrimination, on a l'impression que tout ce que cette personne fera, ça sera lié au fait qu'elle est proche à subir la discrimination. Dans le sens où c'est compliqué, pourquoi? Parce qu'on se dit que peut-être elle est trop sensible. Comment est-ce qu'elle réagira quand il y aura telle affaire? Comment est-ce qu'elle réagira quand il faudra dire ça? Est-ce qu'elle ne sera pas un peu trop compliquée? Est-ce qu'on pourra avoir une discussion avec elle? Est-ce qu'elle ne sera pas un peu trop agressive? Est-ce que on rabaisse toujours les personnes discriminées à leur discrimination? Il y a la marginalisation et il y a l'auto-marginalisation. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est quoi? Si je viens m'asseoir devant vous et que je vous explique mon vécu et que je vous dis qu'aujourd'hui j'ai été agressée, aujourd'hui j'ai été insultée et que vous commentez que je m'auto-marginalise, vous êtes en train de me tuer. Parce qu'en fait, le problème c'est quoi? Accepter ce que l'on vit, c'est une force et pas une faiblesse. Dénoncer ce que l'on vit, c'est une force et pas une faiblesse. Dire à une personne qui parle des affres qu'elle a subies, que comme quoi c'est de l'auto-margination, comme quoi cette personne se victimise. Je m'assois et je vous explique, ok, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, tout ce que vous me sortez, c'est quoi? Arrête de t'auto-marginaliser. Ça n'a aucun sens de dire un truc pareil. Donc, il faut faire quoi? Se taire? Vivre tout ça? Se couvrir la tête? Vous l'aurez compris, la dévalorisation de la sensibilité crée un discrédit systémique qui devient une stratégie qui favorise la censure et l'auto-aliénation. Si la sensibilité est péjorative, c'est pas parce qu'elle est inutile, c'est parce qu'elle menace les structures de pouvoir oppressives, le patriarcat, le capitalisme et les hiérarchies sociales. Les 3 plus grandes blessures humanitaire. Maintenant que nous avons étudié la sensibilité, nous avons compris son impact, son utilité, etc., etc. Nous allons maintenant réévoquer la problématique qui, je rappelle, était en quoi la sensibilité est la matrice de la révolution. Donc, pour répondre à cette question, j'ai sondé mes parties en 4 parties et une conclusion. La première partie, c'est la sensibilité comme moteur des révolutions historiques. Il y a beaucoup de faits historiques que j'ai énumérés. Il y a un fait historique qui est très proche de vous et moi, la Révolution française. Beaucoup plus de vous, Français, que moi. La Révolution française est un exemple qui démontre très clairement que la sensibilité collective, l'indignation collective face à la misère, face aux privilèges, peut se traduire en révolte
Et cette révolte peut se traduire en révolution. C'est aussi une façon pour moi de vous dire que l'histoire est super importante. En fait, l'histoire, ok, vous aimez ou pas l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais renseignez-vous au moins sur votre pays. Renseignez-vous sur ce qui a fait de votre pays, notamment ici la France. Une personne qui sait c'est quoi la France, qui sait d'où vient la France, ne va pas critiquer la sensibilité. Parce que vous ne serez pas où vous êtes sans la sensibilité, mon gars. Vous ne serez pas là. Parmi les révolutions historiques, j'ai cité la Révolution française. Il y a aussi la lutte des droits civiques. On va le dire ensemble. MLK, Martyr, Luther, King. Donc voilà. Bien sûr, il y a Gandhi, il y a Nelson Mandela. Et nous avons compris que grâce à leur thématique, grâce à leur politique, grâce à leur revendications, nous avons compris à quel point l'émancipation est nourrie par l'empathie, l'émotion partagée et la capacité à ressentir la souffrance de l'autre. Vous voyez à quel point la sensibilité, c'est de l'art. Deuxième point, la sensibilité est art comme catalyseur. L'art n'est jamais désintéressé. Il exprime toujours une sensibilité dévoilée. Parfois refoulée, mais elle reste présente. Et aussi, j'aimerais dire un truc que beaucoup de gens oublient. Beaucoup de personnes associent la sensibilité à la tristesse, à la fragilité, à la vulnérabilité. Mais vous savez, c'est quoi une autre forme de sensibilité? La colère est une forme de sensibilité aussi. Donc, toutes ces personnes qui se croient insensibles parce que la seule émotion qu'elles partagent, c'est la colère, vous avez tort. La colère, c'est littéralement, une des facettes en fait. Il y a la tristesse et il y a la colère. La colère est un des points clés de la sensibilité. Vous ne pouvez pas être triste sans être en colère. Vous ne pouvez pas connaître la tristesse sans avoir connu la colère en fait. Donc, en fait, je pense que c'est parce que la colère, c'est rattaché à la virilité. Et parce que la virilité est rattachée à l'homme. On a l'impression que cet aspect-là de la sensibilité est OK parce que c'est viril. Alors que tout est sensible. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes sensibles. C'est pour ça qu'en philosophie, on parle de monde sensible et monde insensible. Quand on parle de la sensibilité aussi, il y a un mot. Il y a un préfixe qui est sens. Nous avons des sens. Qu'ils fonctionnent ou pas, nous les avons. C'est ce qui nous rend sensibles. La sensibilité est inhérente à l'être humain. J'ai pris ça parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui pensent qu'en rappant, en étant gangsta, ils sont pas sensibles. Vous êtes sensibles parce que vous êtes en colère et c'est OK. C'est OK d'être sensible quand vous êtes c'est OK d'assumer la sensibilité. Le seul problème avec la sensibilité, c'est parce que le monde a associé la sensibilité à la femme. Et le monde ne veut pas accepter l'existence de la femme. Donc c'est pour ça que nous en sommes là, à débattre pourquoi vous devez arrêter de critiquer toutes ces personnes qui sont sensibles, qui osent dénoncer, qui osent parler de leur quotidien en disant que non, ne t'auto-marginalise pas. Mais alors voilà, j'étais en train de dire, l'art n'est jamais désintéressé. Il exprime toujours une sensibilité dévoilée ou refoulée, mais la sensibilité reste présente. Et quand elle est dévoilée, elle va souvent à l'encontre de l'ordre public. Combien de rappeurs? Ensuite, on parle d'art, on va parler des mouvements artistiques. Vincent Van Gogh, l'expressionnisme, l'expression, la romance, être romantique. Ça, je pense que tout le monde... les gens ont tendance à oublier que la romance est aussi révolte. La romance est aussi colère. La romance, c'est pas toujours mielleux, c'est pas toujours le miel, c'est pas toujours « Ah, je t'aime, tu m'aimes ». Non. La romance, nous avons le rouge et le noir. Oui, je crois que c'est ça. Le rouge et le noir. Alors là, maintenant, je ne vais pas le vérifier parce que si je filme avec mon téléphone, je vais être honnête avec vous. Mais c'est un des topos même, en fait, de livres qui a bien illustré, en fait... oui, c'est ça, le rouge et le noir. C'est un des topos même du romantisme. Ce livre, c'est un livre qui exprime bien que la romance, ça peut être rouge, ça peut être noir. La romance, c'est pas toujours oui, je t'aime, tu m'aimes, oui, voilà, nous sommes heureux. La romance, c'est pas toujours la joie, en fait. C'est pas toujours l'amour, le sexe, la passion. La romance, c'est
la colère, la révolte. Mais en fait, la romance, c'est pour ça que le mot romantique, vous aussi, hein? Collez bien les choses. Le mot romantique existe pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on raccorde romantique à l'amour? C'est parce que l'amour, c'est pas toujours blanc. Donc, le mot même, quand le mot qui est indicateur, le mot qui est indicateur d'un, je sais pas moi, d'un fait social, ou appelez l'amour comme vous voulez, vous savez bien que ce mot n'a pas qu'une seule facette. Ce mot doit avoir plusieurs facettes. Enfin, c'est logique, quoi. Enfin, bref. L'expressionnisme, le romantisme et le surréalisme, ou le réalisme, si vous voulez, sont des traductions directes d'une sensibilité exacerbée qui est une critique politique et sociale. Je dirais par exemple que sans la sensibilité, la politique devient froide gestion au service du vice. Je dirais ça par exemple. Je dirais encore que avec la sensibilité, la politique devient projet de transformation écologique, raciale, sociale, un projet de transformation qui libère. Un dernier point que j'aimerais soulever, c'est être sensible, c'est être libre. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Mon argumentation directe serait la sensibilité refuse l'indifférence. La sensibilité accepte l'existence de l'autre, reconnaît l'existence de l'autre, reconnaît l'essence de l'autre. Vous voyez à quel point c'est important. Non seulement ça reconnaît l'existence de l'autre au travers de l'empathie, la pitié, etc., mais ça reconnaît aussi l'essence de l'autre. Tout ce que l'autre peut ressentir, vous le reconnaissez parce que toute notre réalité, c'est une perception de nous. Toute notre réalité, c'est une extension de notre être. Toute notre réalité, c'est un reflet de nous-mêmes. Donc, quand vous reconnaissez l'existence de l'autre, vous comprenez la vôtre. En définitive, ma conclusion serait la suivante. Dire que la sensibilité est un défaut, c'est oublier toute révolution. Oublier que toute révolution a commencé par une émotion, un choc, une empathie. La sensibilité est condition de liberté, de justice, d'égalité, de révolte et de révolution. Alors j'aimerais que vous me fassiez une chose. Vous qui critiquez autant les personnes qui sont sensibles. Essayez de faire une chose. La prochaine fois, avant de critiquer une personne, d'être trop sensible face à une situation quelconque ou un fait quelconque, posez-vous cette question. S'il n'existerait pas d'âme comme la sienne, à quoi ressemblerait mon quotidien aujourd'hui? Je suis super heureuse d'avoir fait cette vidéo, franchement. Est-ce que je redoutais un peu? Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ferai beaucoup de vidéos comme ça. Ça sera pas toujours moi qui m'assois dans ces conditions-là. J'ai bien aimé ce décor. Mais me connaissant, sûrement, je ferai des vidéos peut-être sur mon lit ou peut-être dehors, etc. Mais c'est vrai que puisque j'ai commencé à parler là, je vais jamais m'arrêter. Je vais plus jamais m'arrêter en fait. En fait, ça sera pas toujours des vidéos sous ces conditions-là, conditions un peu podcast et tout, parce que moi je suis contre la conformité. Donc voilà, j'aime bien être libre. J'aime bien être une âme libre, épanouie et diversifiée. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit en privé ou en commentaire. Activez vos cloches, c'est important parce que vous allez beaucoup voir ce genre de vidéos et je vous assure, vous ne voulez pas louper. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous aime trop. Bisous, merci.